Pour la première fois de son histoire, l'Australie a été éliminée dès les phases de poule de la Coupe du Monde de rugby. Ce n'est pas l'histoire de cette nation que nous allons voir aujourd'hui, mais celle de l'homme aux premières loges de ce séisme, Eddie Jones. Alors je vous informe comme ça, mais c'est la deuxième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo, ça a été un calvaire pour le son, j'espère que ça passera cette fois-ci. Dans le paysage du rugby mondial, il est l'une des figures des plus connues de ces 10 dernières années. Entre sa communication acérée et son sourire vicieux, l'ancien sélectionneur du 15 de la Rose a même réussi à se faire haïr du public français, qui n'a d'ailleurs pas manqué de l'accueillir comme il se doit. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il va falloir remonter dans le passé. Soyons clairs, je peux pas vous dire pourquoi on déteste Eddie Jones si je ne raconte pas Eddie Jones. Ça veut dire que je vais tout raconter de sa carrière d'entraîneur. Et si c'est la question épineuse qui vous intéresse, on se retrouve dans 15-20 minutes. Eddie Jones est né en 1960 à Burnies en Australie. Si vous ne savez pas où c'est, vous inquiétez pas, c'est là. Concrètement, après 11 ans en tant que talonneur professionnel, c'est finalement la carrière d'entraîneur qu'il décide d'embrasser en 1994. Le rugby est la passion de sa vie et sa femme va même lui poser un ultimatum, être rémunéré pour entraîner ou arrêter les conneries. Il va réussir à trouver un poste d'entraîneur à l'université Tokai au Japon, pays natal de sa compagne, et doit alors s'occuper quasiment seul de 80 joueurs. C'est vraiment beaucoup. Très vite, il devient en 1996 l'entraîneur des avants de la sélection nationale japonaise. Un an plus tard, il est recommandé par le sélectionneur lui-même pour prendre le poste d'entraîneur dans un club japonais semi-professionnel, le Suntory Sung Goliath. Alors là, vous vous dites que c'est plutôt bien, ça avance assez vite, mais ce n'est pas du tout le même rugby, surtout au Japon. Pour vous dire, le pays du soleil levant n'a connu qu'un championnat national complètement professionnel qu'en 2003. Et dans les années 90, le Japon c'est plus une nation de 3ème zone qui va en Coupe du Monde, certes, mais qui encaisse 252 points en 1995, avec notamment une humiliation face aux All Blacks 145-17, et elle prend aussi 140 points en 1999. Non, c'est... Appuyé par des relations avec son ancien club de Randwick, Eddie Jones rejoint les Brumbies dès 1998. Retour en Australie et il y a du pain sur la planche. Le club a été défait l'année précédente en finale de Super 12, l'équivalent du top 14 à l'époque. Première saison, vas-y Jones, fais-nous rêver. 3 victoires et 8 défaites. Bon, il y a mieux. Aujourd'hui, on parlerait clairement de crise, etc. Mais là encore, le rugby est tout juste professionnel. Ce n'est que la 3e année du Super 12, tranquille. Et surtout que ce championnat en fait regroupe aussi des clubs australiens, néo-zélandais et sud-africains. Donc en fait, c'est plus de la Champions Cup que du top 14. Et sans faire offense à notre compétition nationale. 1999, les Brumbies finissent 5e avec 5 victoires et 6 défaites. 2000, ils finissent premiers de la phase régulière avec seulement 2 défaites en 11 matchs. La machine est lancée mais s'enraye pour la finale, défaite 20-19 face aux Néo-Zélandais des Crusaders. Honnêtement, c'est difficile de se relever après ça, c'est vraiment pas facile. 2001, premier de la phase régulière avec 8 victoires et victoire en finale face aux Sud-Africains des Sharks. Les Brumbies deviennent le premier club non néo-zélandais à remporter le Super 12, mettant fin à 5 années de suprématie des clubs du pays du long nuage blanc. Pour Eddie Jones, c'est la consécration. Il est désigné entraîneur de l'année et a prouvé qu'il pouvait mener un groupe vers les succès. Statistiquement, la progression est visible entre le début et la fin de son mandat, et bien sûr, il n'est pas joueur, mais l'entraîneur a une part très importante des résultats sur le terrain. Ce sont des voix plus grandes qui attendent Eddie Jones puisqu'il devient entraîneur de la sélection nationale d'Australie, championne du monde en titre en 1999. Et dès son arrivée en 2001, ça tape fort. Les Wallabies s'imposent en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 12 ans. En ce début du 21e siècle, l'Australie est une grande nation du rugby mondial et donc l'une des candidates pour la Coupe du Monde qu'elle accueille en 2003. L'Australie se défait des All Blacks en demi-finale 22-10 et retrouve l'Angleterre en finale. Ce jour-là, alors que les équipes sont au coude à coude jusque dans les prolongations, le pied de Sir Johnny Wilkinson crucifie les espoirs du public et permet à l'Angleterre de remporter pour la toute première fois le titre de champion du monde. 20-17, l'Angleterre devient la première nation de l'hémisphère nord à soulever la Webb Ellis Cup. L'occasion était trop belle, il faudra s'y reprendre. Et ça tombe bien car Eddie Jones a son contrat qui court jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2007. Mais il y a du chemin avant d'y arriver. L'année 2004 est une année très solide. L'Australie finit sa saison avec 10 victoires et seulement 2 défaites. Mais c'est en 2005 que le ciel s'assombrit. Les Wallabies subissent 7 défaites consécutives et un tri-nation, l'ancien Rugby Championship, sans victoire. À ce niveau-là, c'est un triste record et ça place surtout l'entraîneur sur la sellette. Les choix d'Eddie Jones sont très discutés, comme celui de sélectionner 8 novices et 8 joueurs de moins de 10 sélections lors de la tournée européenne. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Finalement, c'est le 5 décembre 2005 que l'artisan de la précédente Coupe du Monde est limogé à seulement 1 an et demi du mondial. On peut alors penser que c'est la fin pour Eddie Jones. Honnêtement, c'est pas grave d'arrêter là, il a presque touché de près le Graal et on pourrait pas lui en vouloir de se retirer.
Mais vous voyez, Eddie Jones, c'est pas un gars du style à abandonner, mais plutôt à aller à fond, quitte à se faire virer. Et comme il va avoir 46 ans, il a encore de belles années devant lui. Et ça montre quand même un sérieux amour de ce sport. Parce que repartir à zéro avec un groupe que tu connais pas pour atteindre un nouveau sommet, faut être sacrément passionné. Dès 2006, il devient consultant pour les Saracens, puis il rejoint l'équipe des Queensland Reds dans le nouveau Super 14, car oui, on a ajouté de nouvelles équipes. Il devient entraîneur principal en 2007, mais quitte le club le 21 mai de la même année, non sans avoir vécu 11 défaites et seulement 2 victoires. Attendez, mais c'est complètement en contradiction avec ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu fous, Jones? C'est parce que dans les coulisses, l'Australien a un plan, et pour ça, il doit partir. Après quelques passages rapides en tant que consultant aux Springboks et aux Saracens, c'est le Japon qui lui tend les bras une nouvelle fois. Retour au Suntory Sun Goliath dès 2009. Eddie Jones s'attelle maintenant au championnat national, la Top League qui regroupe les 14 meilleures équipes nippones. Première saison, le Suntory Sun Goliath finit deuxième de la phase régulière, mais est défait en demi-finale. Deuxième saison, les hommes d'Eddie Jones atteignent la finale, mais perdent 28-23. Troisième saison, et c'est la bonne, finale et victoire 47-23 face au même club qui les avait battus un an plus tôt, mais Eddie Jones n'a pas vécu cette saison complète car il a été appelé au poste d'entraîneur de la sélection nationale. Et même si le Suntory Sun Goliath était l'un des gros clubs du rugby japonais, la progression s'observe facilement. L'objectif était de rebondir pour retrouver le niveau international. Et là on comprend bien l'idée de Jones, les clubs c'est bien, l'équipe nationale c'est mieux. Avant même son premier match avec le Japon, les lignes bougent très vite. L'Australien met en place un staff digne des plus grandes équipes pour encadrer au mieux ses joueurs. Recrutement d'un consultant français, l'ancien international Marc Dalmasso, qui deviendra entraîneur de la mêlée, un entraîneur gallois pour la défense, un entraîneur anglais Steve Borswick qui deviendra l'entraîneur des avants, ça fait du sacré monde quand même. Et Eddie Jones va même chercher un ancien MMA pour améliorer les techniques au plaquage. Il va aussi prendre de nombreux conseils auprès des managers du football, et aujourd'hui on dirait que c'est tout à fait normal, mais là encore c'est complètement innovant, surtout pour une nation qui prend des déculottées monstrueuses. Par exemple lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, ils encaissent 184 points. En plus de tout son arsenal, l'Australien négocie des périodes de stage plus longues avec la fédération et chaque entraînement est millimétré. Voyons ce que ça a donné. En 2012, le Japon fait le grand chelem du tournoi asiatique des 5 nations, mais clairement la concurrence n'est pas au rendez-vous. Il va falloir se tourner du côté de la Pacific Nation Cup, un tournoi pour les équipes de seconde zone comme les Fidji, les Samoa ou les Tonga. Bon, et en 2012, pas de victoire. En 2013, la Pacific Nation Cup, que l'on va appeler maintenant la PNC, perd les Samoa et accueille le Canada et les États-Unis. Le Japon termine 4ème sur 5 en ayant battu seulement les équipes de l'Amérique du Nord. Mais cette année 2013 est surtout marquée par la première victoire du Japon face au Pays de Galles, un résultat très probant. En 2014, la PNC change encore de formule, les équipes de l'hémisphère nord vont jouer entre elles, de même que pour les équipes de l'hémisphère sud. Le Japon sera victorieux au nord, mais ce n'est pas très étonnant. Par contre, là où les Japonais vont encore marquer les esprits, c'est lors de leur victoire face aux Italiens, où ils remportent leur première victoire sur le score de 26-23. En 2015, la Pacific Nation Cup n'est pas du tout bonne pour le Japon, seulement 4ème sur 6, mais les regards sont clairement tournés vers la Coupe du Monde qui a lieu en Angleterre. L'équipe d'Eddie Jones a progressé et se prépare à frapper le plus gros coup de son histoire. Pour l'Australien, ce sera cette Coupe du Monde et rien d'autre car des tensions apparaissent avec les joueurs qui dénoncent les manières tyranniques de leur entraîneur. Mais bon, là, place au jeu. La première rencontre va avoir lieu contre l'Afrique du Sud. Alors que de nombreux pronostics donnent les Springboks largement gagnants, Eddie Jones croit dur comme fer à la victoire de son équipe. Et c'est ce qu'elle fera en gagnant 34-32. C'était le tout premier match entre ces deux nations et le Japon trace la première ligne de l'histoire. Ce match devient alors le miracle de Brington et est encore aujourd'hui la plus belle victoire du rugby japonais. Malheureusement, le Japon n'atteindra pas les quarts de finale, n'ayant pas obtenu assez de points bonus face aux autres nations et finira 3ème de sa poule. Mais le bilan est plus que réussi. En 47 matchs avec le Japon, Eddie Jones a remporté 34 victoires contre seulement 13 défaites. En 4 ans, cette nation a changé de statut, passant d'une équipe tierce naviguant autour de la 15e place mondiale à une équipe de seconde zone au même niveau que l'Italie, les Fidji ou les Tonga. Elle intègre même pour la première fois le top 10 du classement World Rugby à la fin de l'année 2015. En plus de ces statistiques impressionnantes, cette période a pleinement lancé le rugby au Japon. Les durs efforts ont payé, le résultat est là au final, et les parties se séparent en bons termes. À ce moment, on se bouscule pour l'entraîneur australien. Entre les Stormers, un club sud-africain, la sélection sud-africaine elle-même et la sélection anglaise, il y a du monde au portillon. C'est finalement le 20 novembre 2015 qu'Eddie Jones est annoncé en tant que sélectionneur de l'Angleterre.
Cette dernière n'a qu'une seule chose en tête, oublier vite et même très vite la désillusion de sa Coupe du Monde. Pour rappel, les soldats de la reine n'avaient pas passé les phases de poule. Pour la toute première fois de son histoire, un sélectionneur étranger va entraîner le 15 de la Rose. Les changements ne se font pas attendre, 12 joueurs de la précédente Coupe du Monde sont remplacés et Eddie Jones est clair dès le début. Nous devons revenir au rugby anglais sans compromis que le reste du monde craignait, fort de son jeu d'avant. L'Australien a maintenant 4 ans pour préparer la Coupe du Monde qui se déroulera au Japon. Et il va surtout être attendu dans le tournoi destination. Dès 2016, les Anglais sont inarrêtables et signent leur 12e grand chelem de leur histoire. En 2017, les Anglais gagnent une nouvelle fois le tournoi destination, seuls les Irlandais ont réussi à les battre. 2018 est un sérieux coup d'arrêt dans les plans d'Eddie Jones puisque l'Angleterre termine 5e du tournoi, ayant perdu contre la France, l'Écosse et l'Irlande. Mais cette contre-performance est vite éclipsée lors de la tournée d'automne où les Anglais gagneront contre l'Afrique du Sud 12-11 et perdent seulement d'un point face aux Néo-Zélandais 15-16. Tout ceci nous mène en 2019 pour l'année de Coupe du Monde. Après une deuxième place dans un tournoi à destination particulier, les Anglais attendent des résultats concrets. Sur les 4 dernières années, l'Angleterre est devenue rapidement une nation majeure, se hissant régulièrement dans le top 3 mondial. Sans aucun souci, l'Angleterre finit première de sa poule devant la France, sans même avoir joué un match contre celle-ci, la faute à un typhon. Voilà le 15 de la Rose face à l'Australie, certes un niveau inférieur, mais très dangereuse quand même, ça promet d'être un match assez serré, pas du tout, 40-16. Les Anglais retrouvent ensuite les All Blacks en demi-finale et vont sortir leur match de l'année, voire même celui de leur décennie, et s'imposent 19-7. Honnêtement, cette rencontre était légendaire dès le haka, surtout quand on a vu Farrell sourire. Voilà les Anglais en finale, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis 2007, et ce sera face à l'Afrique du Sud. Sur ce match, en voyant la dinguerie de la demi-finale, les Anglais sont favoris, mais c'est une finale de Coupe du Monde. Heureusement pour nous Français, les Rosevifs n'ajoutent pas une deuxième étoile, mais pour Eddie Jones, c'est une nouvelle fois raté. Quand on sait qu'à ce moment-là, c'est seulement la 9e édition de la Coupe du Monde et que Eddie Jones a déjà atteint 2 fois la finale avec 2 équipes différentes, ouais, c'est dur. Néanmoins, sportivement, le résultat est plus que louable par rapport à 2015, et c'est en toute logique que le sélectionneur australien va être reconduit avec l'Angleterre. De son expérience, c'est un risque parce que ça s'était pas forcément bien passé avec l'Australie après 2003. Et ça va se confirmer. Malgré une année 2020 sublimée par une nouvelle victoire du tournoi destination et une victoire de l'Autumn Nation Series, 2 fois devant la France, les Anglais sont sur la pente descendante. 5e en 2021 et seulement 3e en 2022. L'Angleterre ne fait plus partie des grandes nations européennes, la place a été perdue au profit de la France et de l'Irlande. Entre les tensions et l'impopularité qui le gagnent, et ce même en Angleterre, ce sont les mauvais résultats en tournée d'automne qui scellent le sort d'Eddie Jones. Le voilà limogé par la fédération anglaise en décembre 2022 à seulement 6 mois du mondial. C'est une véritable queue de poisson dans un parcours presque sans faute. 73% de victoires avec l'Angleterre, Eddie Jones était tout simplement le meilleur sélectionneur de l'Angleterre depuis de nombreuses années. Il a remporté 3 tournois destination, dont un grand chelem, c'est vraiment pas rien. Pourtant, très vite, un contrat est signé avec la sélection australienne. Eddie Jones retrouve l'équipe qu'il a menée 20 ans plus tôt en Coupe du Monde. Aujourd'hui, le constat est plus que difficile à assumer. 7 défaites en 9 matchs, l'Australie éliminée pour la première fois du mondial dès les phases de poule, des choix plus que discutables pour certains joueurs. Bref, tout va mal. Mais du coup, on en vient enfin à la question, pourquoi Eddie Jones est tant détesté ? En tant qu'entraîneur, c'est un gars qui a son plan en tête et qui va bosser sans relâche pour y arriver. Cela a posé des problèmes puisque ça poussait les joueurs à bout. Mais c'est surtout ses joutes verbales dans la presse qui pimentent ce personnage si singulier. Par exemple, en 2020, il promettait une correction contre les Français lors de la première journée du tournoi destination, mais l'histoire nous a prouvé l'inverse. Ensuite, on va pas se mentir, ce sourire de crapule du gamin qui a réussi à faire sa connerie, ça donne envie quand même de mettre des claques. Et le fait d'avoir entraîné l'Angleterre pendant 7 ans n'aide pas du tout puisque tout le monde déteste les Anglais. Alors oui, Eddie Jones a sans doute fait beaucoup d'erreurs qui ont fait que l'Australie en ait à subir cette tragédie. Mais je pense surtout qu'Eddie Jones voit sur le long terme. Honnêtement, c'est pas en 6 mois qu'on peut mener une équipe en Coupe du Monde, il faut une génération. Et l'objectif pour l'Australie n'est pas 2023 mais 2027, car la Coupe du Monde se tiendra chez elle. Tout ça nous montre que le rugby est déjà un sport à cycle. Toute domination a un jour une fin, et des problèmes d'une génération à l'autre, il y en a à l'appel. Donc même si Eddie Jones surprend par ses choix, n'oublions pas qu'il a lancé la carrière de nombreux internationaux très importants comme Maro Itoje, Marcus Smith ou Matsushima. Et ça me fait penser un peu à Guy Noves, dont le passage en équipe de France a été plus que douloureux, et cela sur tous les plans. Et pourtant c'était un entraîneur renommé, en particulier avec le Stade Toulousain. Mais aujourd'hui, qui est le meilleur joueur du monde ? Antoine Dupont, et qui l'a lancé ? Guy Noves.
Alors loin de comparer les deux hommes qui ont chacun un parcours différent, on peut voir quand même certains parallèles. Enfin, je terminerai par une citation de Siya Kolisi, le capitaine de l'Afrique du Sud, que je trouve très pertinente et qui fait prendre beaucoup de recul. Si nous continuons à utiliser des systèmes qui n'évoquent les gens que sur leurs résultats dans un domaine, nous risquons de créer des individus qui collent à la fameuse définition du cynique, ceux qui connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Vous allez me dire que je n'ai utilisé que des résultats dans cette vidéo, et c'est vrai, mais c'est quasiment la seule information qui ne se perd pas avec le temps. Alors je suis loin de porter Eddie Jones dans mon cœur, mais force est de constater qu'il a eu énormément de valeur pour ce sport. Emmener deux nations différentes proches du plus beau trophée du rugby et faire aimer le ballon ovale à une nation entière, c'est pas mal. Bon, et puis pour avoir de belles victoires françaises, il faut aussi avoir des antagonistes charismatiques. Allez, c'était Marcel Pagagnol, sur ce portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les bleus.